Le fait d'avoir été vainqueur du Tour de France, qui à mes yeux est l'épreuve la plus difficile au monde, j'ai toujours eu l'impression d'avoir gagné avant tout en tant que vainqueur du cancer. Pas en tant qu'Américain ou Texan ou membre d'une équipe. Pour moi, mon équipe, c'est cette communauté de personnes qui ont survécu au cancer. Une communauté de millions de personnes qui, en me regardant, peuvent se dire: s'il peut le faire, moi aussi je peux le faire. S'il peut le faire, ma mère peut le faire, mon frère peut le faire. Et ce sont des histoires dont on n'entend jamais parler. Vous savez, on me dit souvent: je vous ai regardé et c'est vous qui m'avez dit, par le biais de vos performances, je peux le faire. Vous savez, j'étais hors compétition pendant 3 années. Et pendant cette période, 27,5 millions de malades sont morts du cancer. 27,5 millions dans le monde entier. Uniquement pendant cette période de 3 ans. Il faut que les choses changent. La communauté mondiale doit faire changer les choses. C'est pour cela que j'ai repris la compétition. Je me souviens d'une conférence avec Cyril Guimard et on venait d'apprendre que vous aviez le cancer. Vous étiez très jeune. Vous vous souvenez de cette journée du 2 octobre 1996 où vous apprenez que vous avez un cancer? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Je vous pose la question parce qu'on va entendre Laurent Fignon dans un instant. Vous vous souvenez comment vous avez reçu cette nouvelle et comment vous avez vécu les semaines qui ont suivi ça? D'abord, j'ai été surpris. J'ai été terrifié. Puis, très rapidement, je dirais en un jour ou deux, j'ai changé mon état d'esprit. Je n'étais plus ni surpris, ni effrayé. En fait, j'ai adopté une attitude beaucoup plus optimiste. Je me suis dit: je vais m'en sortir. J'étais convaincu que j'allais survivre. Je ne savais pas que le cancer s'était déjà propagé à mon abdomen, à mes poumons, à mon cerveau. Je ne savais pas tout cela, mais je savais que j'allais faire l'impossible. Peu importe ce qu'il fallait faire, j'étais prêt à tout pour m'en tirer. Et j'étais sûr que si je faisais tout ce qu'il y avait à faire, et que je mourrais malgré tout, eh bien cela voulait dire que j'étais prêt à mourir en ayant fait l'impossible pour m'en sortir. Au moins, je serais mort en étant en paix avec moi-même. Qu'est-ce que vous ont dit les médecins? Est-ce qu'ils vous ont tenu un langage de vérité? Est-ce qu'ils vous ont dit: plus jamais vous ferez du vélo? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? J'ai demandé à plusieurs médecins de me donner leur pronostic. C'est toujours une bonne démarche d'obtenir plusieurs avis. L'un m'a dit: vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez mourir. Vous allez probablement mourir. Et même si vous vous en tirez, vous ne serez plus capable de remonter sur un vélo. Et vous ne serez peut-être plus capable de marcher. Et je n'ai bien entendu pas apprécié ce diagnostic. J'ai donc demandé un second avis médical. Ce deuxième médecin m'a dit: vous savez, je suis plutôt confiant. Vu votre état actuel, nous pensons que vous allez survivre. Mais nous allons modifier les traitements, la chimiothérapie. Comme ça, si vous voulez reprendre la compétition un jour, peut-être en serez-vous capable. Ça, c'est l'opinion que je voulais entendre. Vous avez subi 2 opérations du cerveau et plusieurs cycles de chimiothérapie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? La douleur physique, la douleur morale? Se dire que vous aviez peu de chance de refaire du vélo? Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez très découragé et que vous aviez plus envie de vous battre? Non, je pense que la chose la plus difficile dans la lutte contre le cancer, c'est la chimiothérapie. C'est impossible à décrire. On ne peut pas imaginer ce que ces médicaments provoquent dans le corps humain. Vous perdez vos cheveux, votre appétit, tout le monde sait ça. Mais la sensation de nausée, d'épuisement, c'est extrêmement difficile à supporter. Je crois vraiment que dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, on repensera aux chimiothérapies d'aujourd'hui et on se souviendra de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a vraiment fait subir ça aux malades? Cette punition qu'est la chimiothérapie. Il va vraiment falloir trouver d'autres modes de traitement parce que c'est absolument abominable. Mais j'étais tellement fatigué que je dormais 20 heures, 22 heures par jour.
Mais je n'étais jamais découragé. Je savais qu'à un moment donné, j'irais mieux. J'avais l'impression qu'au moment où les produits de chimiothérapie entraient dans mon organisme, le cancer en sortait. J'avais cette image à l'esprit. Vous vous souvenez du premier jour où vous êtes remonté sur le vélo? Oui, la première fois où je suis remonté sur un vélo, ce n'était pas une course, bien sûr. C'était simplement sur mon VTT, dans la rue, devant chez moi. Mais j'étais sur un vélo. J'étais en train de pédaler. J'ai dû faire peut-être 2 kilomètres. C'était ma première sortie en vélo. C'était très émouvant pour moi. Ça m'a fait très plaisir, bien sûr. Mais c'était aussi très douloureux. Sur le plan psychologique, c'était formidable. C'était un jour très important pour moi. Ensuite, j'ai commencé à reprendre le vélo de façon plus sérieuse, avec mon casque, ma tenue de cycliste, comme aujourd'hui. Tout s'est fait progressivement, très lentement. Dans la rue, j'étais le cycliste le plus lent. Alors, Laurent Fignon, qui nous regarde ce soir, vous écoute avec beaucoup d'attention, vous imaginez. Alors, avant de venir vous voir, je l'ai rencontré. Il n'avait pas encore annoncé au public français qu'il avait le cancer. Voilà ce qu'il dit de vous. Et il a une question amusante à vous poser. Il a une vision peut-être de notre sport qui est moins traditionnelle que la nôtre. L'époque aussi a voulu qu'on se spécialise pour certaines courses. Vous avez Bonnen, c'est les 2 classiques par an, Paris-Roubaix, Tour des Flandres. Pour d'autres, c'est que le Tour de France. Pour les Italiens, parfois que le Tour d'Italie. Donc, on n'a pas eu en France cette éducation, on n'a pas eu, avec la tradition qui existe dans le cyclisme, on n'a pas eu l'habitude de ça. Pourtant, ça a évolué vers ça, et je crois que c'est irrémédiable maintenant. Et on se prépare pour un objectif précis. Un objectif dans l'année. Le Tour de France a pris tellement d'importance qu'effectivement, quand on est capable de le gagner, on se prépare plus que pour ça, on prend moins de risques ailleurs, et ce qui fait que voilà, on est un petit peu moins peut-être dans la tradition qu'habituellement. Après, c'est un Américain qui vient du Texas, il ne parle pas bien français, ou pas du tout pratiquement. Donc quand il essaye de parler, c'est un petit peu décalé, et ça peut, pourquoi pas, interférer sur son image, sur la façon dont les gens le perçoivent. Et puis, il faut bien dire, sa maladie a certainement transformé le garçon. Je l'ai connu, moi, en 92, au Dupont Tour. Donc aux États-Unis, c'était la première fois que je le voyais, et on lui disait attention, celui-là, ça va être un grand coureur. Bon voilà, puis c'est tout, il ne s'est rien passé de spécial dans cette course. Il avait déjà cet air volontaire, il avait déjà ce coup de pédale très agile qu'on lui connaît, qu'il a dû travailler encore après, mais il n'était pas particulièrement effectivement chaleureux avec qui que ce soit, d'ailleurs ni les Américains qui étaient autour de lui. Donc ces choses-là, en France, évidemment, on est toujours un petit peu... on aime bien que les champions soient très proches des gens, on aime bien que les champions soient chaleureux, expansifs. Ouais. Moi, je n'étais pas particulièrement, et on ne m'a pas aimé particulièrement. Et bon, voilà. Alors, Anquetil aussi était comme ça. Voilà, de la même façon. Voilà. Oui. Voilà. Alors, à 37 ans, après 3 ans d'arrêt, il remet ça. Son retour dans le Tour, c'est une bonne chose pour le cyclisme? En tout cas, moi, j'y vois pas de mauvaise chose. Dire que c'est une bonne chose, on manque de stars, effectivement, charismatiques en ce moment dans le vélo. Même sans parler de stars, on pourrait dire de coureurs charismatiques qui ont du caractère. Peut-être Contador est ce coureur-là. Il n'a pas pu faire le Tour l'an dernier. Il a gagné des 3 grands tours en 2 ans, ce qui est quand même assez remarquable. Et il a peut-être ce que les autres n'ont pas, un petit peu plus de caractère, de mordant. Mais on n'a pas, évidemment, de grandes stars comme les Armstrong. Alors moi, je pense que c'est plutôt un bien. Je crois que c'est surtout les gens qui sont un peu pessimistes, qui ont cette suspicion toujours à l'esprit avec le vélo, qui pensent que c'est une mauvaise chose. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être une mauvaise chose. Alors, il vous écoute, vous pouvez vous adresser à lui. J'ai eu un peu de mal à trouver une question originale. Alors, je ne sais pas si elle sera originale, elle est peut-être... il y en a une en tout cas qui me semble intéressante. Partout, chaque fois en France, quand un champion, qui soit d'ailleurs français ou étranger, gagne énormément, eh bien on a du mal à l'aimer. Alors est-ce que c'était le cas de Bernard Hinault, c'était le cas d'Anquetil, mais même mon cas, il a fallu que je perde en 89 pour qu'on commence à m'aimer en France. Il a fallu que Bernard perde en 84. Est-ce que toi, tu crois qu'avec ce retour, et si jamais tu ne gagnes pas le Tour de France, tu finiras par être dans le cœur des Français? Peut-être. Peut-être est-ce vrai. Je crois que dans l'esprit et dans le cœur du public français, je crois que ces 7 Tours de France ont été perçus comme les victoires d'un robot. Pourtant, je ne suis pas un robot. Je suis quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien faire des blagues. Mais pendant le Tour de France, on ne le voit pas. Pour moi, le Tour, c'est mon métier. Je suis payé pour gagner.